Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Richard. Avant de commencer notre revue de presse, j'aimerais attirer votre attention sur une nouvelle ce matin. Laquelle? Je sais que vous êtes tous nerveux. Quoi? À la page 9 du Journal de Montréal, 78 ans de mariage pour un couple britannique. Mais moi, j'ai trouvé l'explication pourquoi ça a duré aussi longtemps. Ah oui? Parce que les deux étaient sourds, muets et aveugles. Ah oui, oui. Et plate. Alors, Remarquez que j'aurais pu être plus plate que ça matin. Hier, c'était la première journée sans cigarette. Oui. Je viens d'en fumer une. Tu as été délinquant combien de fois? Tu as transgressé la loi combien de Je fois? la transgresse gratuellement. Non, mais hier, le jour 1, une fois, 6 fois, 10 fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Dans des endroits interdits, tu as fumé quand même. Oui, oui. Ben, je veux dire, si ça ne dérange pas personne, on est tous des fumeurs. Non, mais tu étais un délinquant. Oui, c'est pour ça qu'on un m'aime. délinquant. C'est pour ça que les gens m'aiment. Ah oui? Oui, ils n'aiment pas les gens conformistes, plates et drabes. Ah, parce que tu fumes de façon illégale, tu deviens quelqu'un d'attirant. Je sais pas. Non, tu charries comme d'habitude. Écoute, je suis tellement laid qu'il faut que je me trouve certains attributs intéressants. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis content que tu le confirmes par toi-même. Écoute, je veux te parler de Saint-Jérôme. J'ai un certain problème. Oui. Je ne sais pas s'il y a de l'air vicié dans ce village-là. Non, dans cette ville-là. Non. À Saint-Jérôme, là, ça fait 2 fois depuis le début de la semaine. Oui. Au début de la semaine, il y a un gars qui s'appelle Steve Saint-Germain qui devait subir un procès pour avoir tué un enfant. Son enfant. Oui. Donc, le procès devait commencer. Les candidats jurés avaient été assignés. Tout le monde était là. Ils décident de plaider coupable. Oui. La couronne s'était battue pendant des années devant les tribunaux pour s'assurer qu'elle était pour l'accuser de meurtre prémédité parce qu'elle avait une preuve. Puis tout à coup, elle accepte le deal avec l'avocat de la défense, puis elle permet qu'il plaide coupable. Ou bien, avant, la personne qui était à la couronne était insignifiante, ou elle l'est devenue chemin faisant, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je regarde ce matin, dans le cas de Mme Lucienne Boudria, elle a été trouvée coupable de meurtre de son mari, elle a été condamnée à la prison à vie, elle avait un minimum de 10 ans à purger. La Cour d'appel, sur des principes, a demandé qu'on reprenne le procès. On avait dit que ce n'était pas un homicide involontaire parce qu'elle avait chargé son arme, elle avait attendu le moment opportun pour le tuer. Elle ne pouvait pas plaider le fait qu'il était un mari violent. Et là, hier encore, deal, couronne avec l'avocat, puis on décide de la faire, d'accepter qu'elle plaide coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Elle a quand même tué le gars. Même le juge, écoute ça, le juge qui rend la décision est obligé de dire, je ne peux pas la remettre en liberté comme vous me suggérez, son avocat. Il n'y a aucun risque de récidive. Je le sais, mais il dit, je ne peux pas la remettre en liberté. Ouais. C'était prémédité. Oui, mais le cas de la femme en Outaouais qui a été acquittée par la Cour suprême, qui avait tué son mari violent, qu'elle avait subi un enfer pendant des années, moi, je pense, c'est triste de se faire justice soi-même. Mais j'ai beaucoup de sympathie, moi, pour cette femme-là. Oui, mais il n'y a pas les mêmes circonstances de blackout. Et quand tu fais une preuve, quand tu gagnes une première fois une bataille devant les jurés, puis tu as un verdict de culpabilité, en quoi tu es justifié, comme vrai procureur de la couronne, d'accepter un deal. Un deal pour réduire l'acte d'accusation. T'en avais de la preuve ou t'en avais pas? Ben là, tu as raison. Les deals devraient être interdits dans le code criminel. Tant qu'à faire une vraie réforme du code criminel, t'empêches cette espèce de couchette-là entre la défense et la couronne parce que ça mine la crédibilité du système. Mais une femme qui vit avec un alcoolique notoire, qui la bat régulièrement, moi, je pense que ça mérite, à quelque part, une certaine justice. Ça mérite une certaine justice. Elle n'avait pas besoin de le tuer. Elle a eu des heures, la carabine ou l'arme chargée à Mont-Laurier, elle aurait pu partir. Elle a attendu des heures avant de poser son geste, après avoir mis les balles dans l'arme à feu. Ça, c'est de la préméditation. Mais dans le bas-fond de l'affaire, ça fait un déchet de moins en circulation. D'accord avec toi, mais le problème que j'ai, moi, c'est avec les procureurs de la couronne qui couchent avec les avocats de la défense puis qui font des deals qui ne se tiennent pas au point où le juge est obligé de dire, écoutez, il y a une préméditation là-dedans. Il y a de l'air vicié à Saint-Jérôme. Il y a de quoi de pas correct. Il y a un peu plus d'air ce matin pour les gens de Norbourg. Oui, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, tu trouves? Ben, le ministre va récupérer... Comment c'est temps qu'il y ait un peu de logique là-dedans, en fonction des investisseurs? Mais est-ce que c'est de la compassion ou si c'était pas une menace de poursuite qui planait sur le gouvernement? Parce que moi, si j'étais un investisseur de Norbourg, je serais allé à la Cour pour dire le gouvernement peut pas être partie prenante à des activités criminelles puis récolter la part du gâteau, alors qu'on sait très bien que cet argent-là devait retourner dans Norbourg. Oui, mais le ministère du Revenu a pris comme attitude, comme tactique depuis un certain temps, de poursuivre tout le monde. N'importe quel gars qui se fait arrêter pour trafic de drogue, il
débarquent chez lui, ils ont déjà une évaluation de son commerce faite par les policiers, puis ils imposent la TPS-TVQ sur la vente de la drogue. Puis ils disent, tu nous dois ça, ou on prend ta maison. C'est ridicule. Non, mais c'est ça le ministère. Je veux dire, c'est la turpitude. Tu invoques ta turpitude pour te payer. Ça n'a pas de bon sens. C'est des activités criminelles. Tu ne peux pas bénéficier des fruits du crime. La preuve, c'est que c'est dans le code criminel. Ah, non, attention, toi. Le gouvernement bénéficie des fruits du crime s'il taxe de l'argent obtenu illégalement. Le gouvernement est capable de s'en sortir. Le gouvernement s'en est sorti avec les loteries. C'était illégal, ça, avant. Le gouvernement s'en est sorti avec le casino. Oui, c'était illégal, ça, avant. Oui, mais ils ont légalisé ça. Mais la vente de drogue, c'est toujours bien pas légal. Non, comment tu peux charger de la TPS et de la TVQ ces produits de la vente de drogue? Mais au moins, là, pour les gens de Norbourg, on parle d'une vingtaine de millions qui reviennent dans leur poche pourvu qu'on se dépêche à faire les chèques. Parce que les gestionnaires vont s'en prendre. Ils vont prendre une partie de cet argent-là, puis ils vont dire, en attendant qu'on fasse les chèques, il faut qu'on le gère. Et pendant qu'on le gère, on charge. Puis je te rappelle, Ernst & Young, 175 000 par semaine. Oui. Par semaine. La Dream Team, comment ça fait qu'ils n'ont pas encore déposé? Il n'y a pas d'accusation, rien? Contre Vincent Lacroix? Oui, au criminel. Hey. Est-ce qu'il y a des accusations de déposer contre les gens dans le scandale des commandites? Le rapport n'était pas de même. Ça, c'est comme les gens de l'Autorité des marchés financiers. Quand est-ce qu'ils vont passer au bat, ces incompétents-là, qui n'ont pas su protéger, justement, les investisseurs? Il n'y a pas juste Norbourg là, dans les scandales d'investissement. Il y en a eu d'autres après, qu'on oublie de parler. J'aime le mot scandale pourrait-il s'appliquer à notre belle bibliothèque? Ah, les belles lames! Tu sais, c'est beau. Je la trouve extraordinairement belle. Tu trouves ça beau? C'est d'une horreur incommensurable. Regardez-moi ça, ce laideur architectural. Non, moi, je trouve ça beau. Tu trouves ça beau? Un bunker à la soviétique de Staline? Non, la photo ne rend pas mal. La photo ne rend pas justice à l'immeuble. Tu es en train de parler contre nos techniciens TQS? Non, mais ça dépend de l'heure du jour. Ça dépend de l'heure du jour. Ça dépend de l'ensoleillement. C'est la même chose que le Palais des Congrès. L'artiste Richard Desmarais qui fait son appréciation. C'est lettre comme il y a des heures du jour, tu passes sur la rue Berry. C'est de toute beauté. C'est lettre. C'est de toute beauté. Ah oui? Ouais, mais le problème, qu'est-ce que tu connais, toi, en architecture urbaine? Rien. Bon. Rien. Dans ce temps-là... Mais j'ai voyagé, puis j'aime ça. Quand je regarde des immeubles, je les apprécie en disant, ça, à l'œil, j'aime ça. Ouais. J'ai droit d'aimer quelque chose. Les Invalides à Paris, ça, c'est un bel exemple d'architecture. La cathédrale de Reims en France, ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est un exemple dégueulasse. Le Louvre. Pas si mal. Comme palais de résidence secondaire, je m'en contenterais. Ouais. Mais il n'y a rien de plus beau que mon hôtel de ville. Parlons du fait que 30 des petits carreaux en verre... devront être retrempés à l'usine. Ça va coûter combien, ça? Est-ce qu'on a une garantie? Je pense qu'on a oublié de la mettre dans le contrat. Ah, quel gouvernement prévoyant avons-nous eu? Mais ça, c'était Lulu, ça. C'était Lucien? Lucien Bouchard? Oui, c'était de son époque, oui. C'était Lucien Bouchard. On a oublié de mettre la garantie. On a accepté le plan, mais il n'y avait pas de garantie sur la livraison des matériaux. Je sais pas. Mais tu sais, il n'y a pas de prix pour la culture au Québec. Non, mais c'est épouvantable. 30 des pièces qui ont été posées ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'on devrait fermer le quadrilatère cet été parce que la chaleur fait dilater, mais le cadre d'aluminium ne suit pas. Oui. Fait que la plaque peut tomber. Alors, les gars chauds de la rue Saint-Denis qui allaient prendre... Non, mais il y en a qui... Ceux qui boivent le bouteille dans un sac brun? Ou qui... sur la rue Saint-Denis, la rue Saint-Denis, écoute, c'est reconnu. C'est pour ça qu'on met des caméras de surveillance. Donc, ces gens-là, de temps en temps, bifurquent par la ruelle puis se ramassent autour de la bibliothèque. S'il fallait que ça tombe la nuit, ça, sur la tête d'un gars en party, festival, un gars de festival. Oui, ce ne sera pas une grosse perte. Ah, attention, ce sont des clients. Ne tiens pas là-dedans. OK. Henri Massé a fait une sortie hier. Ça va pas bien, mais il me semble que c'est il a joué le cœur de ceux qui... bouche André Boisclair, c'est épouvantable de mettre des photos de même. Faites-vous exprès, vous autres, en studio? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de s'exprimer. Non, mais Henri Massé a fini par dire hier que non à Québec solidaire, mais en même temps, il y a des dirigeants de la FTQ qui sont mécontents d'André Boisclair. Un de plus. Tout le monde est mécontent, mais je vois pas de toute façon les deux types de gars aller ensemble. Non. C'est une grande discussion économique, là. Tu sais, la main d'Henri Massé est grande comme une mythe de baseball. D'abord, Henri est dans une grande discussion économique avec André Boisclair. L'autre a beau venir de Harvard. Je peux juste te dire que ça serait pas drôle comment il pourrait se faire. Ouais. Ah, non, je dirais pas nous. Non, mais je préfère l'Université du Peuple. Tu sais qu'Henri Massé ferait un premier ministre pas pire? Oui. Hein? Oui.
Sincèrement? Malgré qu'on retournerait probablement à beaucoup de politiques sociales de gauche. Bon, faudrait qu'il son chapeau de banquier. Il faudrait qu'il garde plus souvent son chapeau de banquier. Parce qu'il s'apercevrait, comme n'importe qui arrive au pouvoir, que c'est pas si facile que ça de changer, de changer l'attitude générale. J'ouvre la presse. Oui. Et dans cette belle presse, ce matin, on parle... As-tu un chalet? Mais non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un chalet? Pourquoi? C'est ma maison. C'est le rêve de bien des gens d'avoir un chalet. Ah, parce que le voisin en a un? Ben, je sais pas. Moi, j'en ai pas, puis ça m'intéresse pas. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des chalets, puis ils se disent « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, avoir mon chalet. » Et ce matin, ce qu'on constate, c'est que le prix des chalets a explosé. Les résidences secondaires, qu'on appelle, au bord de l'eau, coûtent en moyenne au Québec 483 000 $. La misère des riches. Un chalet. La misère des riches. Penses-tu que le lac Memphremagog, ce qu'il y a autour, le Québec Inc. du lac Memphremagog, puis les riches qui sont autour du Mont-Tremblant... Oui, les parvenus de ce monde, là. T'as pas le droit de dire ça. Le Québec Inc. Non, le Québec. Hey, le Québec Inc. Tu fais partie de la race de monde. Puis le peuple de Saint-Roch à Québec, puis de Pointe-Saint-Charles. Tu fais partie de la race de monde que dès que quelqu'un a réussi puis a fait de l'argent... J'en fais de l'argent, moi, puis je me vante pas, puis je l'étale pas. C'est quoi cette histoire-là? Oh, ta Mustang? Ma Mustang, c'est un rêve d'enfance, mon gars. C'est mon premier char que je me paye, puis ça va être le dernier. Ben oui, mais peut-être que le chalet du gars qui a réussi en affaires, c'est la même chose. C'est son rêve d'enfance. 483 000. Il faut être malade entre les deux oreilles, payer $1 demi-million pour un chalet. Ben, écoute, d'abord, au lac Memphremagog, on s'entend qu'il n'y en a pas qui ont de l'allure en bas $1 million. Ben, en tout cas. J'espère que tu sais ça. Puis généralement, je me tiens pas dans ces endroits-là. Généralement, c'est un peu plus 2 à 3 millions de dollars les chalets. Je me tiens pas dans ces endroits-là. Moi, ça m'intéresse pas les mondes plates. Qui ne jurent que par l'épaisseur de leur portefeuille. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est parce que tu les connais mal. Si tu les connaissais, là, tu saurais. Il y a du monde. C'est pour ça qu'on a gardé 10 salons de cigares dans la loi. Ça n'a rien à voir. Probablement que la majorité d'entre eux ne fument pas. Ils ne fument pas le cigare, mais ils fument peut-être autre chose. Là, veux-tu arrêter là, tes insinuations? Mais 483 000 $, prix moyen d'un chalet, je pense qu'il y en a qui vont faire un gros X là-dessus. Hein? Bien, j'espère. Parce que déjà, je pense que les gens ont atteint une forme de limite au niveau là, de la capacité de payer les maisons. C'est ça qu'on veut encourager à Harford, les 1000 condos de Richard qu'on va faire là-bas. Ben, ça va être beau, un hein? condo, la gentrification s'en vient chez vous, peut-être que les condos vont faire baisser le prix des résidences secondaires. Parce qu'un condo, ça fait augmenter l'évaluation municipale à Harford, par exemple. Là, c'est les citoyens ordinaires qui vont être pris à payer plus cher de taxes pour les Richards parvenus de la ville, qui vont aller faire les motus vus sur la montagne. Quelle belle société. C'est un développement économique. Un point, c'est tout. Un développement de Richard. OK. Bon, ce matin, on a vu qu'il y a encore des notes... C'est quoi notre sujet, déjà? On parle de la santé. On veut pas parler uniquement de santé mentale, mais on veut parler de la santé physique et psychologique de ta génération, ce que tu appelles les X. Oui, moi, je suis passé dans le rang des en haut de 50 ans. Toi, tu n'es même pas encore rendu à 40 ans. Puis on constate, les médecins constatent, puis les observateurs du monde du travail constatent que vous autres, là, vous êtes trop malades. C'est vrai. Vous êtes trop malades. Des feluettes, des moumounes ou des gens qui sont faits sur des frames de chat. C'est ma grande frustration. Moi, je le vois même parce que je suis un employeur dans mon autre vie aussi. C'est très difficile de trouver des gens qui sont capables de performer, qui sont compétents, qui sont capables d'en prendre. Mais explique-moi ça. Ben parce que n'importe quoi, dans le quotidien, les gens sont toujours en dépression, sont en burn-out, sont fatigués, ils n'arrivent pas à rencontrer des échéances. Mais qu'est-ce qui fera à ma place, ce monde-là? Moi, je me lève à 4 h du matin, toi aussi, d'ailleurs. Tu as un régime de vie d'enfer. 3 h du matin, 3 h moins 10. Puis tu dois finir à 11 h minuit le soir à... J'essaie d'avoir fini à 9 h. Oui, mais quand même, là, tu fermes pas les livres dans ton cerveau. Là. Le cerveau n'arrête pas de penser. Ah, quand je me couche, je dors. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Tu n'as pas de vie après 9 h? Non, pas de vie après 9 h. C'est un choix. C'est un choix, mais ça explique le regain ça prend de la discipline. Ça prend de la discipline. Ouais. Non, mais pour faire ce qu'on fait, ça prend de la discipline. Oui, tu as raison. Mais en même temps, est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir que tout ce monde-là est toujours en burn-out, en congé de maladie, l'épuisement? La performance n'est plus au rendez-vous. Tu peux même pas demander, depuis le harcèlement psychologique, là, dans la loi sur les normes du travail, ils ont reçu 3000 plaintes, toutes aussi farfelues les unes que les autres. Chez nous, là, le DG qu'on a congédié a porté plainte pour harcèlement psychologique 3 jours après qu'on l'a congédié. Puis imagine, on va faire une enquête, puis une table de concertation, puis une médiation. Puis ça va coûter combien en frais d'État? Une fortune. Parce que le matin, j'ai envoyé sa liste à faire parce que le gars n'avait pas l'initiative de décider ce qu'il avait à faire. J'ai dit, ben aujourd'hui, il y a ça.
monsieur se sentait frustré. C'est comme tu demandes de te préparer un café, harcèlement psychologique. C'est quoi cette connerie-là? Non, mais en même temps, là, ça, c'est... Non, mais c'est un cas typique qui est partout dans les entreprises. Mais l'absence au travail, c'est devenu quelque chose d'énorme. On en a déjà parlé. Ça coûte cher à la société, ça coûte cher aux entreprises. Puis en même temps, c'est qu'on s'aperçoit que c'est chez les gens de moins de 50 ans. Les gens là, qui sont pas habitués à trimer dur. Tu regardes les familles là, de gens qui sont peut-être retraités aujourd'hui, 60 ans, 65 ans, 70 ans et plus, là, des familles de 6, 10 enfants. C'est un qui travaille, la mère au foyer, un salaire, tu es obligé d'arriver. Puis, ça n'existait pas, ça. Cette maladie-là. Alors, la question qu'on vous demande aujourd'hui, c'est est-ce que les moins de 50 ans sont plus fragiles? Puis on aimerait entendre les plus de 60, 70 ans qui ont quelque chose à dire là-dessus. Puis les jeunes qui regardent aller ça, puis qui bénéficient de tout cet environnement qui leur permet de tomber malade, peut-être plus souvent qu'autrement, ou trop souvent par rapport à ce que ça devrait être si on était il y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 ou 40 ans à une autre époque. Alors, vous pouvez commencer tout de suite à nous téléphoner. À Montréal, c'est 790-0874, de partout au Québec, sans frais. 1-877-790-3535 ou écrivez-nous à www.tqs.ca. Avant de commencer à prendre vos appels, on va regarder ce que j'ai comme statistique ici. On parle de 20 des Montréalais, c'est-à-dire une personne sur 5 qui présente un niveau élevé de détresse psychologique. Puis à Québec, on dit 28 des répondants dans un sondage mené par des chercheurs scientifiques répondent qu'ils ont un stress psychologique élevé au travail. 28 Il me semble qu'à Québec, ça devrait être moins qu'à Montréal. C'est quoi le stress? Puis c'est le stress du commérage, peut-être. Québec. Le Club des langues sales. Le CLSC. le Club des langues sales de la capitale. On a en ligne avec nous pour parler de ça Mme Évelyne Marcil-Deneau, qui est psychologue du travail. Mme Marcil-Deneau, bonjour. Bonjour. Parlez-moi de la différence entre aujourd'hui et il y a peut-être 25-30 ans. Oui, bien d'abord, la première chose, parce que vous avez parlé de détresse psychologique, je pense que c'est important de dire de quoi on parle ici. Oui, c'est quoi au juste? Alors, il y a une mesure qui est acceptée dans la communauté scientifique qui vient du Psychological Symptom Index. La définition, c'est la fréquence au cours de la dernière semaine des symptômes associés aux états dépressifs, anxieux, troubles cognitifs et à l'irritabilité. C'est quoi dans la vraie vie? Ouais. Alors, ce que ça veut dire, puis je vais utiliser une phrase du chercheur Jean-Pierre Brun, il dit « La détresse est à la santé mentale ce que la fièvre est aux maladies infectieuses. OK? Alors, ce n'est pas une maladie, la détresse psychologique. C'est un signe qu'il y a des choses qui vont pas bien. Il y a des gens qui vont répondre au questionnaire et au moment où on va avoir pris la mesure, ça allait pas fort, OK? Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont développer nécessairement des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Fait qu'il faut faire bien attention avec cette mesure-là, de pas l'interpréter, je dirais, avec être trop catégorique dans l'interprétation. Oui, mais dans la vie, là, Mme Deneau, il n'y a rien de facile. Je veux dire, dans le quotidien, si je regarde ma dernière semaine, là, moi, je suis une bombe de stress, de détresse psychologique, puis j'ai règle les problèmes. Oui, alors ça veut pas dire, ça c'est intéressant, parce que le stress, là, c'est comme le grand méchant loup, hein. Il y a quelque chose avec ce concept-là qu'on n'aime pas, ça nous dérange, alors que comme vous le mentionnez, le stress c'est un moteur formidable. Pas de stress égale vie très plate, très moche. Alors, on a besoin d'un peu de stress, mais pas trop. C'est comme le dicton, trop, c'est comme pas assez, là. Le stress suit la même logique. Mais regardez une chose, là. Quand je regarde les emplois qui sont à risque, d'après les scientifiques, là, un conducteur de véhicule de transport en commun, c'est une personne qui est plus à risque. Puis j'ai l'impression qu'il est pas mal plus à risque qu'un conducteur de poids lourd qui fait Montréal-Los Angeles avec son camion. Mais peut-être qu'il n'y a pas la même... Peut-être que le camionneur, lui, a une obligation de performance, puis le gars qui chauffe l'autobus du service de transport en commun, il n'est pas sur le même niveau. Ces gens-là, parce que là, je pense pas qu'il faut prendre des cas particuliers, il faut y aller de façon plus globale. Ce qui est perçu en ce moment comme quelque chose de très difficile, puis oui, la jeune génération peut être frappée par ça, d'autant plus que
une condition de la réalité d'aujourd'hui, c'est la question des horaires de travail, du rythme de travail. Ça, c'est quelque chose qui a changé depuis les 20 dernières années. Donc, sans prendre des cas très spécifiques, les organisations, pour survivre et être compétitives aujourd'hui, ont besoin de flexibilité. Mais la flexibilité, ils ne l'inventent pas. Ils la prennent chez les travailleurs. Donc, on demande aux travailleurs d'être de plus en plus disponibles à des heures de plus en plus incongrues. Les gars qui avaient des fermes autrefois, les gros fermiers, là, étaient obligés d'aller au champ, venir faire des vaches, faire traire les vaches. C'est encore le cas. Mais c'est mécanisé. Oui, mais je vois les fermiers, moi, travailler jusqu'à minuit dans le champ le soir. C'est des horaires qui sont très, très, très exigeants. Puis d'après moi, ils doivent être moins à risque que ceux qui travaillent avec des horaires. Je vais vous donner un exemple qui est intéressant par rapport à ça. Okay? Un des déterminants du stress les plus importants, c'est la perception de contrôle sur notre situation de vie. OK? Ça, entre les enfants, les personnes âgées et les adultes, qui sont les plus stressés d'après vous? C'est une question, je ne sais pas quoi répondre. C'est quoi? Alors, la réponse, c'est les enfants et les personnes âgées. Parce que d'autres les contrôlent? Oui, monsieur. Là, ce matin, moi, j'ai dit à ma fille, vas-y, habille-toi, ma main pressée. La personne âgée, ils disent, Madame Tremblay, venez-vous-en, on va manger, il est midi. Couchez-vous, Madame Tremblay, là, on ferme les lumières. Est-ce que c'est beaucoup de contrôle sur votre vie, ça? Pas beaucoup, hein? Alors, ces gens-là vivent un niveau de stress qui est relativement important, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le fermier dont vous parliez tantôt, quelque part, il contrôle sa business aussi. C'est sûr que c'est difficile, c'est exigeant, mais d'avoir l'impression qu'on a un contrôle sur sa vie, c'est primordial. Mais moi, je veux pas terminer de vous parler sans parler des mesures de conciliation travail-famille. Ce qu'il y a de plus en plus en ce moment, c'est des familles à 2 revenus, des familles monoparentales et des familles qui s'occupent de parents âgés. OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est difficile, puis c'est exigeant. Alors, c'est bien beau de dire aux gens, là, vous avez des efforts à faire, puis réfléchissez, mettez vos limites, apprenez à dire non. Il y a un bout, oui, ça c'est vrai. Hein? Puis les jeunes, là, si je leur parlais aux jeunes de mon âge, de 30 ans, là, l'ambition, c'est un formidable moteur. Mais je remarque dans ma génération qu'on veut tout de suite. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Des grosses carrières. Puis là, ça emmène des frustrations, tu vas avoir la job en commençant par 2 semaines de vacances. Oui, fait que, tu sais, on s'en met des exigences sur les épaules. C'est la loi. Mais moi, je veux que le gouvernement, puis je veux que les milieux de travail retiennent aussi qu'ils ont une responsabilité. Et le mot-clé, c'est que l'investir dans les milieux de travail, c'est un investissement, c'est pas une dépense d'investir dans les mesures de conciliation travail-famille. Puis de respecter ses employés aussi. Oui, c'est pas bête, ça. Un investissement, c'est pas une dépense. OK, merci beaucoup, Mme Marcille Deneau. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Alors, je vous rappelle la question qu'on pose, on va faire une pause, puis on va prendre vos appels. La question qu'on pose, trouvez-vous, là, puis on va aller chercher des opinions chez les plus vieux comme les plus jeunes, trouvez-vous que la génération des moins de 50 ans est plus fragile que celle qui l'a précédée? On a beaucoup d'appels, mais avant d'y aller, on a beaucoup de courriels qui concernent ce qu'on disait hier, le site Internet pour écrire concernant la juge. La future ex-juge. Les côtés de la Cour d'appel qui a rendu sa décision concernant Luc X. On va y revenir dans à peu près une petite demi-heure. Vers la fin, là. Pas tout à fait à la fin de l'émission. On va vous donner, parce que tout ça est en préparation. La pétition va être lancée cet après-midi. OK. Là, on va commencer tout de suite nos appels sur la question du jour, là, concernant est-ce que les gens sont faluettes aujourd'hui? Est-ce que les gens sont plus faluettes que les plus de 50 ans? Et on va aller à Saint-Colomban. On a Valérie. Valérie, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je suis un petit peu d'accord avec ça. Moi, j'ai 31 ans. Je trouve que notre génération, on dirait qu'on attrape des maladies un petit peu plus bizarres. En haut des épaules. Disons, non, là, pas nécessairement en haut des épaules, là, mais ce que je veux dire, c'est, moi, j'ai un exemple là, qui me concernant. Il y a quelques semaines, j'ai une infection dans une jambe, je me présente à l'hôpital, antibiotiques buccales, ça fonctionne pas, j'attends pour me faire dire faut que tu te rendes à l'hôpital, si tu files pas, tu t'en vas en ambulance. Moi un petit peu plus entêtée, puis mon seuil de tolérance de douleur un petit peu plus élevé que les autres font que je veux prendre ma voiture, on me laisse pas partir avec ma voiture, on me dit que j'ai bien fait, je suis avec des antibiotiques intraveineuses, et puis fait passer une scintigraphie osseuse parce qu'il pensait que j'avais une phlébite? Non, il appelle ça une ostéomyélite, qui est une infection de l'os. Et
Et puis, pour me faire dire finalement 2 semaines plus tard que je dois me présenter à l'hôpital avec un spécialiste parce que ils appellent ça une algodystrophie, réflexe sympathique en phase chronique. Wow, c'est compliqué ça. Oh boy! Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas. Donc, va sur Internet, va voir, c'est un trouble des os. Moi, je suis maman de 2 jeunes enfants de 4 ans et demi et 22 mois. Retourne aux études l'année dernière avec un enfant de 6 mois, un conjoint qui travaille de jour aussi. Je fais mon DEP en vente de pièces mécaniques. Et puis, je me trouve un emploi dans un laboratoire de développement de films à Mirabel chez Technicolor. Et puis, je commence au développement de nuit. Oui. Je peux vous dire qu'avec 2 enfants en bas âge, c'est pas évident. Vous avez pris la palette un peu large? Oui, disons que je suis quelqu'un vous allez l'admettre un peu? Oui, je suis quelqu'un que quand je veux quelque chose, je le fais. Vous voulez faire quelque chose de votre vie? Un instant, non. Qu'est-ce que vous vouliez? Ben moi, je voulais avoir un papier, premièrement, parce que j'avais pas de diplôme, j'avais pas rien. Je voulais un job stable, mais pour avoir quoi? Pour avoir une meilleure qualité de vie. Ben oui, c'est normal. Qu'est-ce que t'as, là? Oui. Non, j'ai rien contre ça. Pour avoir une meilleure qualité de vie. Mais quand t'as pas de santé, quand t'as plus de santé... Oui, regarde, elle a du cœur au ventre, t'es prête à travailler nuit. C'est ça que je dis. Elle a pris ça large, puis ça donne le résultat qu'aujourd'hui, elle a une complication. Mais c'est correct, ça, quand même. Il faut admirer ça, mais faut pas se rendre malade aussi. Non, mais je suis pas quelqu'un non plus qui s'arrête à ça. Je veux dire, je continue à aller travailler. Je m'occupe de mes enfants. Je suis pas quelqu'un qui va s'apitoyer. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus... il y a des gens qui... C'est comme pas assez. Il y a des gens qui vont pas aller travailler pour une petite grippe, puis d'autres gens, qui vont s'entêter un petit peu pour continuer, puis pas manquer, pour pas décevoir, puis performer. Mais il y en a de moins en moins des persévérants au travail. On le voit, là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui... L'engagement envers l'employeur, c'est pas fort. Tu sais, des gens, là, gérer des ressources humaines, aujourd'hui, on s'entend que c'est rendu impossible. Ça se fait pas. C'est pas évident parce que tu as plusieurs types de gens. Tu as des syndiqués puis des non-syndiqués. Ça engendre beaucoup de choses. Tu peux pas demander à quelqu'un, peux-tu me faire ça pour telle date? Ça se dit plus aujourd'hui, c'est du harcèlement psychologique. Du genre, j'ai besoin de ça, s'il vous plaît. Ben moi, je suis aux achats, là, puis j'ai beaucoup de techniciens qui viennent là, pour acheter les pièces pour les machines, puis on a des délais, on s'entend, parce que si la machine, la développeuse est arrêtée, on n'a plus de production. Là. Bien sûr. OK. Merci beaucoup, Valérie. Merci. On va aller maintenant à Carole à Matane. Carole, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Là, je ne sais pas si on va essayer de se comprendre parce qu'on a un décalage de 3 ou 4 secondes. Arrêtez donc, êtes-vous à Paris, vous, là? Non, mais c'est vrai, je vous entends avec le téléphone puis la TV. Là, regardez pas la télé. Pendant que vous nous parlez, parlez-nous. Regardez pas la télé, je vais faire les grimaces. Téléphone. OK. Bon, moi, d'abord, je voudrais vous dire, j'ai 60 ans. Oui. Mon mari a 61 ans. Bravo. Moi, vous dire que à côté de les enfants d'aujourd'hui, j'ai 3 enfants. J'ai élevé mes 2 petits-enfants puis mes 2 petits frères. Moi, vous dire que mes enfants sont pas vaillants comme... pourtant, je les ai poussés dans le dos. En plus. Ils sont pas vaillants. Je veux dire, ils ont toute une bonne job, ils travaillent, mais aussitôt que quelqu'un leur demande de faire du supplémentaire, ils n'ont assez pour vivre, c'est fini, on travaille pas plus que ça, puis ils veulent pas faire de supplémentaire. Moi, moi, vous dire une chose, j'ai travaillé 75 heures par semaine, 10 ans de temps, puis j'ai travaillé 3 mois, 21 heures par jour. Mon mari a eu 3 jobs pour faire vivre nos enfants. Aujourd'hui, on a un chalet, monsieur, mais on l'a gagné de peine et de misère. Et puis, on a une autre maison à Québec. Là, on est en Gaspésie, mais on a une belle maison à Québec. Puis on l'a gagné, puis très dur. Mais les jeunes d'aujourd'hui, moi, vous dire que ils sont pas vaillants comme nous autres. Ils regardent ça, et ils disent, je pourrais pas m'acheter un chalet, donc je fais une dépression. Oui, c'est à cause des divorces, tu sais. Oui. Ben, merci, Caroline. Savez-vous ce qu'ils font? Oui. C'est qu'ils commencent leur vie puis ils veulent avoir ce qu'on a pris 40 ans gagné. C'est vrai. Ils se marient, ils achètent des meubles neufs, ils veulent des chars neufs, ils veulent voyager, ils veulent avoir du linge, ils veulent aller voir des concerts, tout ça. Oui, puis ils exigent. Ces gens-là exigent, là. Puis ils se comparent avec leurs parents. Oui. Merci, Carole, de votre appel. On va à Joliette pour Marc-André. Bonjour. Marc-André? Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. On vous écoute. Oui. Moi, je suis d'accord avec la madame qui vient de passer. On veut tout de suite, mais moi, j'ai pris les moyens pour les avoir. Moi, j'ai lâché l'école en secondaire 3. Fait que j'ai travaillé quelques métiers avant en bas de 10 $ de l'heure. Oui. Puis en bas de 10 $ de l'heure, c'est pas grand-chose. Puis je suis un peu paresseux, puis j'ai remarqué avec le temps
pourrais être paresseux, mais ça prend de l'argent. Parce que si t'es paresseux puis t'as pas d'argent, t'as rien à faire dans la vie. Hein? Tu te ramasses sur le BS, puis tu payes ton loyer, tes comptes, puis t'as plus rien. T'en restes plus. Mais moi, j'étais chargeur de volaille. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui. Bon, mais c'est un métier très dur. Mais je me suis donné dans ce métier-là, monsieur, ça m'a pris 5 mois pour pouvoir venir à bout de suivre les autres. Mais j'en suis venu à bout, je travaillais, je venais les mains au sang, je me suis cassé un orteil, je travaillais pareil. Une jointure, je travaillais pareil. Bravo. Fait que je suis pas d'accord que les jeunes ne sont pas travailleurs, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais c'est pas tout le monde, c'est ça? Non, parce que c'est ça. Dans mon métier, j'en ai vu plusieurs qui rouvraient la porte du poulailler, puis qui la refermaient, puis qui partaient tout de suite juste à cause de l'odeur. Mais là, vous êtes dans le domaine agricole. Le plus bel exemple pour nous dire que les Québécois sont des puants, c'est les Mexicains qui viennent travailler, par exemple, dans la région de Saint-Rémy, chez nous. Là, il y en a des milliers. Puis moi, là, quand j'avais 11 ans, mon père m'a dit, tu veux-tu aller à l'école privée? Mon petit gars, il a dit oui. Ben, il dit, je vais te montrer à travailler sur la terre. J'ai commencé à 2 piastres de l'heure. Je radote toujours la même histoire. Il y en a plus de monde de même. Non, écoutez. C'est ça, parce que quand tu veux arriver à quoi dans la vie, il faut que tu travailles. Puis présentement, je suis rendu avec un salaire de 50 000 par année. J'ai pas encore 30 ans, j'ai 3 enfants, puis je trouve que je suis quand même bien arrivé dans la vie, puis je suis fier de moi, puis je trouverais ça le fun que s'il y aurait plus de modèle. Parce que je fais quand même partie de la génération Nintendo. J'ai jamais travaillé étant jeune. J'ai regardé la TV, j'ai joué au Play. Tu sais, j'ai jamais eu, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai jamais vraiment eu besoin à travailler. Regarde, excusez Marc-André, regarde ça. Moi, j'avais 12-13 ans, je pense, quand j'ai commencé à travailler. Je passais le journal. Ça, je travaillais pour un journal dans une imprimerie la nuit, la fin de semaine. Mais tu arrives sur le marché du travail, tu sais c'est quoi te donner pour réussir puis travailler. Lui, il reconnaît que la génération Nintendo a été mal élevée un peu. Mais toi, tes parents t'ont laissé un héritage. Ça ne presse pas d'aller travailler. Mais tes parents t'ont laissé un héritage, t'ont montré la valeur du travail. C'est ça. Merci, monsieur. Merci. On va faire une pause. Je vous rappelle la question. Est-ce que vous trouvez que la génération des moins de 50 ans, cette génération-là, est plus fragile que l'autre d'avant? On vient dans un instant. Dans nos courriels, j'ai Marc-André, 23 ans, de Québec, qui dit « C'est vrai que nous sommes des moumounes, mais c'est un problème de société relié aux drogues. Problème de constipation, tu prends une pilule. Mal de tête, tu prends une pilule. Mal de ventre, tu prends une pilule. Dépression, tu prends une pilule. Tu es toujours sur la pilule. On affaiblit notre corps. Puis, à fin de compte, quand on demande aux gens d'avoir un esprit sain, quand tu as pris autant de médicaments, tu peux pas l'avoir. » Puis ici, j'ai un message intéressant d'Isabelle P. de Laval qui parle des banques de maladies. Tu sais, dans les contrats de travail ou les conventions collectives, il y a toujours une banque de maladies. Mais moi, l'imbécile, naïf, admettons, la secrétaire rentre pas, elle est malade, elle prend sa banque de maladies, mais est-ce que vous avez un papier du médecin? Non, j'ai pas à justifier. Mais pourquoi c'est une banque de maladies si tu n'as pas à justifier que tu es malade? C'est ça qui est incohérent. Ouais, les banques de maladies, c'est pour des jours de maladie. Mais soyons cohérents, là, dans le système actuel, aller chercher le papier de médecin, elle va être partie une semaine. Oui, mais c'est parce que dans la vraie vie, là... plus le médecin, là, ça va prendre une semaine. Mais Richard, t'es d'accord avec moi, t'en gères des employés. Dans la vraie vie, ils sont pas malades. C'est parce que le vendredi, ils veulent prendre off. Comprends-tu? C'est ça le nivellement par le bas. Pas tous. On va aller à Hawkesbury. Sylvie à Hawkesbury, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben moi, c'est pour dire, j'ai 43 ans. C'est la première fois que je fais un burn-out. Toute mon enfance, j'ai pris soin de mes parents. Ils étaient malades. Oui. Puis aujourd'hui, ben ça m'arrive, puis c'est le stress de l'ouvrage qui n'a pas aidé. Mais le burn-out était à cause d'ouvrage ou à cause de votre situation? Ben, plutôt l'ouvrage. Ah oui? Oui. Quoi, le patron avait pas d'allure? Non, pas directement, mais il t'en donne tout le temps plus, puis tout le temps plus, puis tout le temps plus, puis tu le fais. Mais vous n'avez pas eu de conversation avec lui en disant, mais écoutez, je suis en train d'éclater, non? Oui, je l'ai fait. Oui. Puis là, il disait, ben, va voir ton médecin. Oui. Je suis allée, j'ai continué à travailler 3 semaines comme ça. Oui. Puis une journée, j'ai arrivé, puis j'ai dit, là, je suis plus capable, il faut que je m'en aille, je suis plus capable, je suis au bout. Oui. Il dit, ben là, il faut que tu te donnes un coup de pied dans le derrière. Comment ça? Ben, pour être capable de faire mon ouvrage, ben, voyons donc. Comme il faut. Votre employeur aurait dû vous dire, ben, prends ton temps, prends le temps qu'il faut, tu reviendras après. C'est de même, ça marche, non? Ben, c'est ça qui... Et là, vous allez être absente combien de temps? Avec le papier du médecin dans le mail, là, il a dit ça. Ben non, il aurait fallu qu'il le dise avant. Ben, oui. Ouais. OK, merci Sylvie. Merci. Au revoir. Une autre Sylvie à Châteauguay. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je voulais juste vous dire, les 2 métiers les plus populaires dans nos années 2000, c'est psychologue et masseur. Ouais. Et masseur, c'est vrai, c'est en hausse. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui s'en vont dans le massage parce que le monde cherche la détente. La plus grosse maladie, ils ont dit que c'était le stress.
Et le stress peut développer un nombre infini de bobos. Fait que c'est pour ça, même à Châteauguay, comme exemple, il y a 30 ans, on est 3 enfants. Chez nous, mes parents ont payé la maison 17 000. Seulement mon père travaillait. La même maison, cette année, est à vendre à 179 000. Oui. Fait que comment que les deux, l'homme et la femme, Ça prend 2 salaires, oui. Ça prend 2 salaires. Quand tu as 2 salaires qui rentrent à ta maison, là, c'est juste si tu peux arriver. Ça prend des petits extras des fois, mais c'est sûr que tu te sers la ceinture. Mais quand tu es parti, c'est pas 8 heures de la maison à Châteauguay. C'est 1 heure traverser le pont, 1 heure à revenir, tu es parti 10 heures de la maison. Fait que quand c'est juste le mari qui travaille, la femme a le temps de... Il y en a qui vont trouver ça stupide, mais la commande, le ménage, le lavage... C'est une job à temps plein. Ben oui. Les comptes, la banque, quand le mari n'a pas suffi de ça, c'est sûr que le mari va travailler beaucoup, beaucoup. Mais c'est un stress de moins beaucoup, là. C'est surtout l'argent. Tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais elle aime en tabarouette, là. Oui, puis l'argent rend malade aussi. Mais quand, ça rend malade quand vous en avez trop, ça rend plus malade. Sylvie, merci. À Montréal maintenant. Guy, bonjour. Bonjour, M. Desparem. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, Guy. Excusez si je bégaye un peu, là. J'ai 55 ans, puis c'est la première fois que j'appelle une ligne téléphonique Prenez depuis votre temps. tout le monde, là. Prenez votre temps. OK, c'est pour vous dire que moi, je viens d'une famille de 14 enfants. Mon père est né à Drummondville, sur une terre. Il s'est venu s'installer à Montréal. Puis mon père m'a dit, justement, pour répondre à votre question, il m'a dit, il y a 20 ans passés, il dit, Guy, sais-tu, je regarde le monde, là, sais-tu, ils ont les maladies que nous autres, on a à 70 ans, ou à 40 ans, vous avez ça à 20 ans, à 50 ans, vous avez ça à 30 ans. Donc, mon père, ce qu'il a fait, il dit, ouais, mes petits-enfants, il dit, moi, là, je veux pas que vous passiez des étés, dans ce temps-là, vous sentez, monsieur Gendron, oui. C'est tous des restaurants, c'est coin des rues, là, tous des petits bums se ramassaient là, les petites gangs. Il dit non, mais les enfants ne feraient pas ça de vous autres. Il a vendu son auto, il s'est acheté une petite terre à Drummondville, et nous amenait toutes les fins de semaine à Drummondville pour travailler. Il dit, je veux que vous soyez déniaisés. Voilà. À 12 ans, il nous mettait sur un tracteur, puis il nous montrait à conduire. Meilleure éducation, bravo. Puis là, ça vous répondre à une autre question, M. Gendron, c'est que mon père travaillait dans la construction ici. On est 14 enfants, hein? Donc, là, lui, ce qu'il disait, lui, il partait des fins de semaine le samedi, dimanche, pour semer sa terre. Là, les voisins, il dit, il dit, Charles, tu peux pas faire ça dimanche, tu fais être communier de l'église, tu peux pas faire ça. Mais là, 2 ans après, les voisins ont commencé à faire la même chose. Et mon père, il dit, écoute, ben moi, je travaille toute la semaine à Montréal, je monte à Drummondville, il fait beau dimanche, c'est le temps de semer dimanche, c'est pas le temps lundi. Lundi, moi, je suis à Montréal, je gagne ma vie. Donc, les voisins ont commencé à faire la même chose. Ah ouais, mais c'est dimanche, hein, on peut pas travailler dimanche. Les voisins ont commencé à semer dimanche, j'ai dit, lundi, c'est pas le temps, il pleut. Merci beaucoup. Merci, Guy. Merci de votre appel. On va aller rejoindre tout de suite maintenant Isabelle Vachon qui est dans son studio pour connaître son sujet de 11h ce matin pour le Grand Journal. Bonjour, Isabelle. Bonjour, messieurs. Alors, ça se passe comment? Je vais faire une Yvon Deschamps de moi-même. Oui. Faire passer le consentement sexuel de 14 à 16 ans, qu'est-ce que ça donne? C'est une question de principe, tu sais. Ben, quel principe? Ben, t'envoies un message clair à la société. Moi, ma fille de 15 ans, là, ça m'intéresse pas qu'elle se fasse baiser par un gars de 22 ans. Parce que le gars de 22 ans, il va avoir affaire à moi, puis pas à peu près. non, mais c'est... Ben, non, je sais pas. Oui. Je suis consciente de ça. Mais est-ce que ça va empêcher votre fille de 12 ans d'avoir des rapports sexuels? Non. Pas du tout. Je sais. Est-ce que ça va... ce que ça fait, en fait, c'est ça tente d'éviter les relations sexuelles où il y a un écart plus grand que 5 ans. C'est ça. Parce que si elle a 15 ans, puis lui en a 20... Ça fonctionne bien, ça. Mais il va passer au parloir. Ça va écarter les petits mononcles. Ça écarte les petits mononcles. Oui, mais... dans les fêtes. Non, ça l'écarte pas, mais une fois que ça arrive, une fois que c'est arrivé... c'est ça, c'est en théorie. C'est en théorie. Mais en pratique, qu'est-ce que ça va donner? Pas sûr. On va en discuter. Avez-vous des experts avec vous? Bien, certainement qu'on a des experts. On a une sexologue qui va venir nous en parler. Soyez là. Rendez-vous à 11h. D'accord. On va aller du côté de Québec pour connaître le sujet de Dave Leclerc pour les gens de Québec. Dave, bonjour. Bonjour. On va parler de notre belle ville de Québec, une ville qui est faite pour les retraités, peut-être pour les gens de plus de 50 ans. C'est une ville plate à Québec. On fait plus de projets d'envergure. Et lorsque quelqu'un sort une idée, comme l'idée de ramener la Ligue nationale de hockey, on le démolit. Fais pas ton Marcel au but, toi. Oui, mais tu sais, l'idée de Marc Charest, c'est vrai. Non, mais 25 millions, c'est pas bête pour retaper le Colisée puis l'allonger un peu. D'accord, mais oublions le personnage, pensons aussi au projet. Oui, c'est un beau projet. C'est un beau projet quand même. On oublie de rêver à Québec depuis des années. Il y a un climat de morosité ici à Québec. Les gens... Écoutez, je vous donne même un exemple. Guy Chevrette avait l'intention de se présenter aux dernières élections municipales et il a dit ouvertement et publiquement qu'il n'avait pas envie de se faire démolir sur la place publique par l'ensemble des animateurs de radio de la Ville de Québec. Imaginez-vous, s'il y a des gens comme Guy Chevrette qui refusent de se présenter, qui refusent de rêver, on a un certain problème à Québec. Oui, le dernier projet d'envergure, c'est lequel à Québec?
Je m'en souviens pas. Écoutez, même la France, Paris, Mais là, il y a le mini-zoo, la volière, là. Je sais pas si André Boisclair va projet d'envergure, le mini-zoo. Je vais signer la pétition. J'ai assez hâte de recommencer à vous battre au hockey. Ouais, mais attention, là. On rêve plus à Québec. Non, mais Dave, faites pas comme les connards à Montréal qui abandonnent tous les projets. Allez de l'avant, faites quelque chose. Oui, mais vous avez entendu de la liberté là-dessus, hein? Ouais. La mairesse? Mais la mairesse, elle va embarquer si ça a de l'allure. Oui, mais elle a tendance rapidement à écraser souvent. Alors, vous posez quoi comme question, Jean? Ben, dans le fond, avons-nous tendance à démolir rapidement les projets d'envergure à Québec? D'accord, pour les gens de Québec, on est à 11h. Merci beaucoup, Dave. Je vous rappelle notre question aujourd'hui. Croyez-vous que les moins de 50 ans sont plus fragiles que ceux de la génération précédente? Bon, ça va être on a un cadeau qui s'en vient. Juste avant d'aller. Oui, on a un petit cadeau qui s'en vient. Regardez-moi ça. Oh, que c'est beau. Merci, Annie. Un cadeau d'une auditrice. Tout ça pour moi. Ah, Richard, t'en as un. Je peux m'en laisser un. Merci. Oui. C'est gentil. Merci. Des fleurs cueillies. Des fleurs. Merci beaucoup. Juste avant d'aller à Benoît, pour les gens qui veulent envoyer ou participer à la pétition concernant la fameuse juge de la Cour d'appel, Mme Lise Côté. Alors, comment faire? Donc, premièrement, vous pouvez toujours envoyer des courriels au ministre concerné de la Justice à Ottawa, le Conseil canadien de la magistrature. Puis pas à la Cour d'appel, il y a des gens qui ont essayé, puis ils y retournent. Apparemment, le courriel est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Donc, la pétition sera disponible cet après-midi vers 17h à l'adresse suivante, www.mesopinions, au pluriel.com, dans la section sociale, et ça va s'appeler « Destitution de la juge Côté ». Donc, ça sera en français, la pétition. OK. Alors, mesopinions.com. Mesopinions.com, cet après-midi, 17h. OK, parfait. On va aller retrouver Benoît Dutrisac dans son studio. Bonjour, Benoît. Bonjour, c'est une bonne affaire, ça. Vous voyez, on fait démissionner la juge Ruffo, et pendant ce temps-là, Lise Côté est là, puis elle réduit la sentence d'un sympathique père comme ça, incestueux. Ouais, c'est une bonne affaire. On a aujourd'hui à l'émission Deborah Trent, qui est directrice générale des centres des victimes d'agressions sexuelles de Montréal. On a fait jouer le message d'accueil parce qu'à un moment donné, on a appelé 2-3 fois, puis c'était toujours un répondeur, une boîte vocale. Et là, elle va nous expliquer pourquoi, puis est-ce qu'ils ont le financement nécessaire pour desservir les femmes qui sont en crise, qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Aussi, on va parler à José Payan de la Croix-Rouge internationale. Là, on voit que les rapaces et vautours sortent. En Indonésie, il y a eu un tremblement de terre. À peu près 5000 victimes. Et là, tout à coup, tu as toutes sortes d'annonces dans les journaux pour dire « Envoyez-nous de l'argent, on va les aider. » Attendez une seconde. La Vision mondiale, ça, c'est une organisation chrétienne qui est contre l'avortement. Et, tu sais, là, il veut prendre de l'argent pour aller aider en Indonésie. On va voir ça. Et aussi, on va aider les fumeurs avec Gaston Brosseau, avec l'hypnose. Ah oui, mais toi, là, le salon de cigares, là, qu'est-ce que tu vas faire, là? Moi, j'ai pas de problème. D'abord, là, Stéphane, moi, je fume chez nous. Moi, c'est pas un spectacle. Je fais mes affaires. Je t'ai déjà vu en studio à radio. Ça sentait le cigare, hein? Un petit peu. Ça, c'était parce que c'était la dernière fois que je travaillais. Fait que je me suis allumé un cigare. Contestation. Non, c'est juste me faire plaisir. J'ai le droit. OK, merci. Salut. Bonne émission. À demain. On continue avec les appels. On va aller retrouver Patrice à Montréal. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, on vous écoute. Un gros chapeau pour vous, les gars. Vous faites une bonne job, puis lâchez pas. Puis, en passant, je veux juste donner un grand coup de chapeau aussi à votre staff en arrière, parce que en arrière d'une grande équipe, il y a toujours une bonne toujours. Bravo. Écoutez, moi, j'ai 4 enfants. Je viens d'en avoir une il y a deux mois passés. Félicitations. Et puis, moi, vous êtes bien sincèrement, merci beaucoup. Et puis, parce que j'entends vos régisseurs en arrière, c'est pour ça, fait que, en vous disant que je travaille, j'ai 2 jobs, je travaille comme un fou, j'ai 46 ans, puis j'arrête pas, mais j'aime ça, mais je veux donner une bonne héritage à mes enfants, et puis, parce que moi j'ai eu l'héritage de mes parents, et puis moi vous dire une chose, là, c'est pas évident, parce que c'est vrai quand des fois on les voit des enfants Nintendo, là, on les regarde aller, j'en ai une couple avec moi, là, puis à un moment donné on se dit, Caroline Devine, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur vie? Ils pensent juste aux fins de semaine qui arrivent. On va dépenser de l'argent pour aller au bar, on va aller voir le loisir. Nous autres, la fin de semaine, on disait on va avoir notre 2e job puis notre 2e chèque de paye. Parce qu'il y a 2 choses. C'est qu'il y a les enfants Nintendo puis il y a nous autres. Juste les bébés boomers, là, juste dans le milieu, là, c'est nous autres qui va donner une bonne héritage, mais j'espère que les prochains là, qui vont arriver, là, qui vont donner une bonne héritage à nos enfants. Puis moi, je vous dis une chose, lâchez pas les gars. Puis M. Gendron, chapeau.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'on a le temps? Manon, on vite avec Manon à Anjou. Manon, bonjour. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais vous dire premièrement que je suis tannée, moi, que les patrons s'accaparent de nous. Parce que ça dépend du milieu de travail où ce que tu travailles. Mais quand tu es rendu que ta journée, quand tu l'as finie, tu n'es plus capable de rien faire après, ça peut provoquer des situations assez difficiles. Moi, j'en vois plein de gens en dépression, mais qui ne le savent pas. Puis à un moment donné, tu entends, la personne, elle s'est suicidée. C'est vrai qu'il y a du monde faible, mais il y en a du monde qui travaille fort, il y en a qui se prennent pas le derrière. Mais quand tu travailles à 10 fois le rythme de ton cœur, c'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup, Manon. Merci. Au revoir. As-tu une coupe de courriel pour finir ça, toi? Oui, ici, Louis de Québec, Louis Nadeau. Pauvre momoune de Québécois. Les gens travaillent en moyenne 35 heures par semaine et ils ont le toupette de se déclarer malade, en burn-out et en dépression. Nathalie, 34 ans, dit « Je trouve que la fragilité de moins de 50 ans va avec la manière dont ils ont été élevés. Tu as eu tout cuit dans le bec, puis tu finis par penser que ça devrait être comme ça pour le restant de tes jours. » C'est vrai, ça. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission. On se retrouve demain, à demain matin, peut-être. 9h. Comment peut-être? T'es mieux d'être là. Qui s'appelle Steve Saint-Germain, qui devait subir un procès pour avoir tué un enfant, son enfant. Oui. Donc, le procès devait commencer, les candidats jurés avaient été assignés, tout le monde était là, ils décident de plaider coupable. Oui. La couronne s'était battue pendant des années devant les tribunaux pour s'assurer qu'elle était pour l'accuser de meurtre prémédité parce qu'elle avait une preuve. Puis tout à coup, elle accepte le deal avec l'avocat de la défense, puis elle permet qu'il plaide coupable. Ou bien, avant, la personne qui était à la couronne était insignifiante, ou elle l'est devenue chemin faisant, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je regarde ce matin, dans le cas de Mme Lucienne Boudria, elle a été trouvée coupable de meurtre de son mari, elle a été condamnée à la prison à vie, elle avait un minimum de 10 ans à purger. La Cour d'appel, sur des principes, a demandé qu'on reprenne le procès. On avait dit que ce n'était pas un homicide involontaire parce qu'elle avait chargé son arme, elle avait attendu le moment opportun pour le tuer. Elle ne pouvait pas plaider le fait qu'il était un mari violent. Et là, hier encore, deal, couronne avec l'avocat, puis on décide de la faire, d'accepter qu'elle plaide coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Elle a quand même tué le gars. Même le juge, écoute ça, le juge qui rend la décision est obligé de dire, je peux pas la remettre en liberté comme vous me suggérez. Son avocat il n'y a aucun risque de récidive. Je le sais, mais il dit, je peux pas la remettre en liberté. C'était prémédité. Oui, mais le cas de la femme en Outaouais qui a été acquittée par la Cour suprême, qui avait tué son mari violent, qu'elle avait subi un enfer pendant des années, moi, je pense, c'est triste de se faire justice soi-même. Je le sais, j'ai beaucoup de sympathie, moi, pour cette femme-là. Oui, mais il n'y a pas le même... Mesdames et messieurs, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Richard. Avant de commencer notre revue de presse, j'aimerais attirer votre attention sur une nouvelle ce matin. Laquelle? Je sais que vous êtes tous nerveux. Quoi? À la page 9 du Journal de Montréal, 78 ans de mariage pour un couple britannique. Mais moi, j'ai trouvé l'explication pourquoi ça a duré aussi longtemps. Ah oui? Parce que les deux étaient sourds, muets et aveugles. Ah oui, oui. Et plate. Alors, que j'aurais pu être plus plate que ça hier, c'était la première journée sans cigarette. Oui. Je viens d'en fumer une. Tu as été délinquant combien de fois? Tu as transgressé la loi combien de fois? Je la transgresse gratuellement. Non, mais hier, le jour 1, une fois, 6 fois, 10 fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Dans des endroits interdits, tu as fumé quand même. Oui. Ben, je veux dire, si ça ne dérange pas personne, on est tous des fumeurs. Non, mais tu étais un délinquant. Oui, c'est pour ça qu'on m'aime. Délinquant. C'est pour ça que les gens m'aiment. Ah oui? Oui, ils n'aiment pas les gens conformistes, plates et drabes. Ah, parce que tu fumes de façon illégale, tu deviens quelqu'un d'attirant. Je sais pas. Non, tu charries comme d'habitude. Écoute, je suis tellement laid qu'il faut que je me trouve certains attributs intéressants. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis content que tu le confirmes par toi-même. Écoute, je veux te parler de Saint-Jérôme. J'ai un certain problème. Oui. Je ne sais pas s'il y a de l'air vicié dans ce village-là. Non, dans cette ville-là. Non. À Saint-Jérôme, là, ça fait 2 fois depuis le début de la semaine. Oui. Au début de la semaine, il y a un gars, même circonstance de blackout. Et quand tu fais une preuve, quand tu gagnes une première fois une bataille devant les jurés, puis tu as un verdict de culpabilité, en quoi tu es justifié, comme vrai procureur de la Couronne, d'accepter un deal.
Un deal pour réduire l'acte d'accusation. T'en avais de la preuve ou t'en avais pas? Ben là-dessus, t'as raison. Les deals devraient être interdits dans le Code criminel. Tant qu'à faire une vraie réforme du Code criminel, t'empêches cette espèce de couchette-là entre la défense et la couronne parce que ça mine la crédibilité du système. Mais une femme qui vit avec un alcoolique notoire, qui la bat régulièrement, moi, je pense que ça mérite, à quelque part, une certaine justice. Ça mérite une certaine justice. Elle n'avait pas besoin de le tuer. Elle a eu des heures, la carabine ou l'arme chargée à Mont-Laurier, elle aurait pu partir. Elle a attendu des heures avant de poser son geste, après avoir mis les balles dans l'arme à feu. Ça, c'est de la préméditation. Mais dans le bas fond de l'affaire, ça fait un déchet de moins en circulation. D'accord avec toi, mais le problème que j'ai, moi, c'est avec les procureurs de la Couronne qui couchent avec les avocats de la défense et qui font des deals qui ne se tiennent pas, au point où le juge est obligé de dire, écoutez, il y a une préméditation là-dedans. Il y a de l'air vicié à Saint-Jérôme. Il y a de quoi de pas correct. Il y a un peu plus d'air ce matin pour les gens de Norbourg. Oui, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, tu trouves? Ben, le ministre va récupérer... Comment c'est temps qu'il y ait un peu de logique là-dedans en fonction des investisseurs? Mais est-ce que c'est de la compassion ou si c'était pas une menace de poursuite qui planait sur le gouvernement? Parce que moi, si j'étais un investisseur de Norbourg, je serais allé à la Cour pour dire le gouvernement peut pas être partie prenante à des activités criminelles puis récolter la part du gâteau alors qu'on sait très bien que cet argent-là devait retourner dans Norbourg. Oui, j'aime le mot scandale pourrait-il s'appliquer à notre belle bibliothèque? Ah, les belles lames! Tu sais, c'est beau. Je la trouve extraordinairement belle. Tu trouves ça beau? C'est d'une horreur incommensurable. Regardez-moi ça, ce laideur architectural. Non, moi, je trouve ça beau. Tu trouves ça beau? Un bunker à la soviétique de Staline? Non, la photo ne rend pas mal. La photo ne rend pas justice à l'immeuble. Tu es en train de parler contre nos techniciens de TQS? Non, mais ça dépend de l'heure du jour. Ça dépend de l'heure du jour. Ça dépend de l'ensoleillement. C'est la même chose que le palais des congrès. L'artiste Richard Desmarais qui fait son appréciation. C'est lettre comme un il y a des heures du jour, tu passes sur la rue Berry. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah oui? Ouais, mais le problème, qu'est-ce que tu connais, toi, en architecture urbaine? Rien. Bon. Rien. Dans ce temps-là... Mais j'ai voyagé, puis j'aime ça. Quand je regarde des immeubles, je les apprécie en disant, ça, à l'œil, j'aime ça. Ouais. J'ai droit d'aimer quelque chose. Les Invalides à Paris, ça, c'est un bel exemple d'architecture. La cathédrale de Reims en France, ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est un exemple dégueulasse. Le Louvre. Pas si mal. Comme palais de résidence secondaire, je m'en contenterais. Ouais. Mais il n'y a rien de plus beau que mon hôtel de ville. Parlons du fait que 30 des petits carreaux en verre... devront être retrempés à l'usine. Ça va coûter combien, ça? Est-ce qu'on a une garantie? Je pense qu'on a oublié de la mettre dans le contrat. Ah, quel gouvernement prévoyant avons-nous eu? Mais ça, c'était Lulu, ça. C'était Lucien? Lucien Bouchard? C'était de son époque, oui. C'était Lucien Bouchard. On a oublié de mettre la garantie. On a accepté le plan, mais il n'y avait pas de garantie sur la livraison des matériaux. Je sais pas. Mais tu sais, il n'y a pas de prix pour la culture au Québec. Non, mais c'est épouvantable. Pareil. 30 des pièces qui ont été posées. Mais le ministère du Revenu a pris comme attitude, comme tactique depuis un certain temps, de poursuivre tout le monde. N'importe quel gars qui se fait arrêter pour trafic de drogue, il débarque chez lui, ils ont déjà une évaluation de son commerce faite par les policiers, puis ils imposent la TPS TVQ sur la vente de la drogue. Puis ils disent, à cette heure, tu nous dois ça, ou on prend ta maison. C'est ridicule. Non, mais c'est ça le ministère. Je veux dire, c'est la turpitude. Tu invoques ta turpitude pour te payer. Ça n'a pas de bon sens. C'est des activités criminelles. Tu peux pas bénéficier des fruits du crime. La preuve, c'est que c'est dans le code criminel. Non, attention-toi. Le gouvernement bénéficie des fruits du crime s'il taxe de l'argent obtenu illégalement. Le gouvernement est capable de s'en sortir. Le gouvernement s'en est sorti avec les loteries. C'était illégal, ça, avant. Le gouvernement s'en est sorti avec le casino. Oui, c'était illégal, ça, avant. Oui, mais ils ont légalisé ça. Mais la vente de drogue, c'est toujours bien pas légal. Non, comment tu peux charger de la TPS et de la TVQ ces produits de la vente de drogue? Mais au moins, là, pour les gens de Norbourg, on parle d'une vingtaine de millions qui reviennent dans leur poche pourvu qu'on se dépêche à faire les chèques. Parce que les gestionnaires vont s'en prendre. Ils vont prendre une partie de cet argent-là, puis ils vont dire, en attendant qu'on fasse les chèques, il faut qu'on le gère. Et pendant qu'on le gère, on charge. Puis je te rappelle, Ernst & Young, 175 000 par semaine. Oui. Par semaine. La Dream Team, comment ça fait qu'ils n'ont pas encore déposé? Il n'y a pas d'accusation, rien? Contre Vincent Lacroix? Oui, au criminel. Est-ce qu'il y a des accusations de déposer contre les gens dans le scandale des commandites? Le rapport n'était pas de même. Ça, c'est comme les gens de l'autorité des marchés financiers. Quand est-ce qu'ils vont passer au bat, ces incompétents-là, qui n'ont pas su protéger, justement, les investisseurs? Il n'y a pas juste Norbourg, là, dans les scandales d'investissement. Il y en a eu d'autres après, qu'on oublie de parler.